et à toutes. Bienvenue pour ce premier live, Medavis Live de l'année. Je représente rapidement Medavis. Donc, Medavis est un éditeur de solutions numériques pour les acteurs en santé, et on essaye d'être présent tout au long du parcours de santé du patient et de coordonner les soins et participer à l'émergence de parcours innovants. Et pour commencer cette année olympique, nous avons décidé de faire un bon focus sur le développement du sport santé. On voit émerger aussi des maisons sport santé, des coachs sport santé, de l'activité physique adaptée, plein de termes dont les médecins, on n'est pas forcément toujours très au courant. Et donc, on a réuni pour vous aujourd'hui un médecin du sport, un cardiologue, le monde du travail, des fédérations sportives, pour faire un petit peu un point global et vous donner un focus le plus global possible sur comment ça se passe dans la vraie vie, pour qui, comment ça se prescrit, quelles sont les indications, quel est le rôle de l'entreprise là-dedans, quel est le rôle des clubs sportifs. Voilà pour le pitch du live. On va séparer, diviser ce live en plusieurs moments. On va faire les présentations de chacun des intervenants, et puis vous pouvez tout au long des présentations marquer vos questions, soit dans l'onglet questions, soit dans l'onglet chat qui est en bas à droite de votre écran. Et puis on se gardera un petit temps à la fin du live pour répondre à toutes vos questions, ou en tout cas à la plupart de vos questions. Voilà, n'hésitez pas à intervenir, à réagir. L'idée, c'est que vous partiez de ce live avec des réponses à vos questions et des choses pratiques. Notre premier intervenant, c'est le docteur François Carré, qui est cardiologue, qui est médecin du sport et qui œuvre depuis de nombreuses années à promouvoir l'activité physique et la lutte contre la sédentarité, qui essaye de convaincre ses confrères que l'activité physique, c'est un médicament très important, et il nous dira pourquoi. Et il faut qu'il nous explique comment ça fonctionne, comment le prescrire, comment on fait dans la vraie vie. François, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de partager. En plus, c'est le premier de l'année. Et c'est l'activité physique qui est mise à l'honneur. Bon, vous avez tous noté, j'en suis sûr, qu'il y a une grande cause nationale 2024, c'est l'activité physique et sportive. Le but, c'est que le maximum de Français se mettent en mouvement. Et bien sûr, dans les Français, nous, médecins, nous en faisons partie. Et ça veut dire aussi qu'il faut absolument qu'on s'empare de l'activité physique. Je vous rappelle que c'est une thérapeutique non médicamenteuse, validée depuis 2011, validée à tel point que toutes les sociétés savantes, que ce soit rhumatologique, que ce soit cardiologique, que ce soit neurologique, le mettre comme recommandation de niveau 1A. 1, c'est le plus haut niveau de recommandation, A, le plus haut niveau de preuve, même en cancérologie. Donc, je crois que ce message-là, nous, médecins, en particulier français, nous ne l'avons pas parce que nous n'avons pas été formés à la prévention. Alors, ce que je vais vous dire en 10 minutes, même moins maintenant, puisque j'ai déjà commencé, eh bien, ça va simplement vous dire, essayer de vous convaincre qu'il faut que vous associez la prévention au traitement curatif. Le traitement curatif a atteint ses limites. La prévention est indispensable parce que nous ne pourrons pas prendre en charge tous les malades qui vont arriver, tous les malades chroniques. On attend 1 million de malades chroniques de plus entre 2020 et 2025. Et tous les 5 ans, ça va être comme ça, voire plus. Donc, je ne vois pas comment on va faire si on ne fait pas en sorte de diminuer les malades. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quel problème auquel on est confronté ? C'est l'inactivité physique. On ne bouge pas assez. La sédentarité, on passe trop de temps assis. Pour essayer de vaincre ce problème, il y a d'abord des recommandations qu'on doit faire passer à la population en général, et bien sûr encore plus aux patients qui ont des risques de présenter une pathologie. Ces recommandations sont très simples, c'est chacun doit faire 30 minutes d'activité physique modérée, c'est-à-dire être un peu essoufflé, c'est-à-dire qu'il peut parler mais qui peut parler mais qui ne peut pas chanter, voilà le niveau, c'est comme quand vous êtes en retard pour aller à un rendez-vous. 30 minutes qui peuvent être divisées en 3 fois 10 minutes, moi c'est mon cas, mais 30 minutes, je les ai divisées en 3 fois 10 minutes dans ma journée. Si je dois associer à ça un peu de renforcement musculaire, monter, descendre des escaliers, c'est tout. Porter mon cabas quand je vais faire mes commissions, c'est-à-dire que le drive, on oublie, par exemple. Le drive, le seul qui en profite, c'est la personne qui vient vous mettre dans votre coffre les sacs, parce que lui, il fait de l'activité physique. Et puis, vous avez après
chez les enfants, c'est 1 heure d'activité physique chaque jour. Les enfants, c'est une cible terrible. Nous avons de plus en plus d'enfants qui présentent du diabète de type 2. Je vous rappelle que le diabète de type 2, c'est une maladie de vieux. C'est une maladie d'hommes de 50 ans. Aujourd'hui, ça touche les jeunes de plus en plus. Et ça, c'est dramatique. Donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, ça, c'est ce qu'on doit réaliser. Et bien sûr, diminuer notre temps assis. Rappeler aux gens qu'on passe trop de temps assis. Maintenant, si j'ai une maladie chronique, que cette maladie chronique est stable, je dois prescrire de l'activité physique adaptée à visée thérapeutique. Je dois, quand je dis je dois, c'est très clair. Si je ne le fais pas, c'est une perte de chance pour le malade. C'est l'INSERM qui l'a dit en 2019. Donc, je crois que ça veut dire qu'on ne traite pas bien nos malades si on ne la prescrit pas. Donc, cette activité physique adaptée, elle va être prescrite selon un programme structuré qui va être établi en collaboration avec des professionnels du sport santé. Et on a 2 niveaux qui nous concernent, nous. C'est le niveau d'un patient qui présente une maladie chronique stable et qui ne fait pas l'activité physique suffisante dont je viens de vous parler actuellement. On va lui rajouter 2 ou 3 fois par semaine, 30 à 45 minutes d'activité physique adaptée à ses capacités physiques et à ses limites. N'ayez pas peur, il n'y a pas besoin de faire des preuves d'effort à ces gens-là, parce qu'en fin de compte, c'est exactement s'ils vont faire leur course avec un cabas, l'intensité de l'effort. Donc, n'ayons pas peur, ne compliquons pas les choses. Imaginez-vous, vous allez dire à un malade à qui vous avez dit depuis des années, à qui son encadrement lui dit « n'en fais pas trop dans ton état ». Nous, on change tout, on leur dit « il va falloir bouger ». Et si vous lui dites après « on va d'abord faire une épreuve d'effort », il n'ira pas bouger. Il n'y a pas besoin d'épreuve d'effort, c'est un cardiologue qui vous le dit, c'est pas la peine. Parce que cette activité physique modérée ne présente pas de risque cardiovasculaire. Donc cette activité physique va être encadrée par 2 types de professionnels du sport santé, les masseurs kinésithérapeutes ou les enseignants en activité physique adaptée. Les enseignants en activité physique adaptée sont des gens qui ont fait STAPS, professeurs d'éducation physique, avec un tronc commun et une formation de 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 7 ans, rien que d'activité physique adaptée. Nous leur faisons cours, moi à Rennes, je leur fais cours et je leur explique les symptômes, la base des médicaments. Attention, le patient doit quand même faire ses 30 minutes d'activité physique chaque jour. C'est un traitement que vous donnez avec l'activité physique adaptée à visée thérapeutique. Le reste, c'est la prévention basale. Alors le jour où il va aller faire sa séance, vous n'êtes pas forcé de lui demander de faire 30 minutes de plus. Mais bien retenir que tout le monde doit faire 30 minutes. Si je suis malade, je donne un traitement qui va être 3 fois par semaine. Cette activité physique, bien expliquer que ce n'est pas du sport. Alors, comment vous allez faire? Vous allez informer votre patient en lui disant « ça fait partie de votre traitement ». Deuxièmement, vous allez vérifier sa motivation. C'est sûr que si le patient vous dit « moi, je n'ai pas du tout l'intention de bouger », ce n'est pas gagné de le faire bouger. Mais on en reparlera la prochaine fois. C'est exactement comme vis-à-vis du tabac. Tiens, à propos du tabac, c'est dommage, je ne peux pas poser un questionnaire. Combien d'entre vous, quand vous avez posé votre question « est-ce que vous fumez ?», posent la question « est-ce que vous bougez ?» Combien? Combien d'entre nous demandons à nos patients quand est-ce qu'on bouge? Pratiquement personne. Ce n'est pas de notre faute, on ne l'a jamais appris. Et je suis sûr qu'après avoir passé cette heure avec nous, vous allez être convaincus qu'il faut le faire. Vous vous rendez compte que vous avez quand même, dans le cancer du sein, 30 à 35% de mortalité en moins quand on associe activité physique au traitement habituel, parce que ça ne remplace pas le traitement habituel, bien évidemment, et vous avez 40% de moins de récidive lorsqu'on est en rémission. Je ne sais pas si vous entendez ces chiffres, ce sont les oncologues qui le disent. Aujourd'hui, les neurologues me disent, François, la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique. La sclérose en plaques, où on avait dit, il y avait des gens qui avaient dit que l'activité physique provoquait des crises. Actuellement, à Rennes, on fait les Olympiades de la sclérose en plaques. Pour bien vous montrer que tout a changé. Tout a changé, on a des résultats énormes. Je prends en cardiologie, bien sûr, je prêchais un petit peu pour ma paroisse. Les personnes qu'on a dilatées, qui continuent à faire de l'activité physique après les avoir dilatées, comparé à ceux qui ne continuent pas avec le même traitement, on a moins 25% de récidive d'infarctus, moins 30% de mortalité cardiaque, moins 40% de mortalité globale. C'est quand même énorme ces chiffres que je suis en train de vous donner. Ils sont parfaitement prouvés. Donc je crois vraiment qu'actuellement, on ne peut pas nier, quand on est honnête intellectuellement, les bienfaits de l'activité physique. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous allez informer, vous allez motiver. Après, vous allez vérifier les capacités. Vous allez faire une ordonnance. Cette ordonnance, il faut l'écrire. Parce que quand vous faites une ordonnance écrite, eh bien, vous avez 50% de plus d'observance que si vous faites que des conseils oraux. L'un n'empêche pas l'autre, mais il y a toujours l'ordonnance écrite. Après, si vous voulez atteindre le top du top,
vous faites comme dans notre équipe. Nous, on commence par l'activité physique et après, on met les médicaments sur l'ordonnance. Comme ça, les choses sont claires. On montre ce qui est important. Parce que le pharmacien, à chaque fois qu'il va revoir le malade, va dire « Oh, au fait, votre médecin vous a prescrit de l'activité physique. Est-ce que vous en faites ?» Et le pharmacien le voit à peu près tous les mois pour renouveler l'ordonnance. Beaucoup plus que moi, je ne vois les malades. Une fois que j'ai fait ça, j'écris sur mon ordonnance, il y a 4 points à préciser. Ce qu'on appelle le FIT, F-I-T-T, donc F, c'est la fréquence. Combien de fois par semaine? Généralement, c'est 2 à 3 fois. I, c'est l'intensité. Une intensité modérée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, soit vous reparlez de je peux parler, mais je ne peux pas chanter quand je fais mon activité physique, ou bien vous mettez intensité modérée, ne vous inquiétez pas, le kinésithérapeute ou le APA va savoir sur une échelle visuelle de 0 à 10 qu'il faut que le personne soit entre 4 et 6. On l'apprend très vite, nous, nos malades l'apprennent très très vite. Le T, c'est le temps, donc c'est la durée de la séance, on va dire entre 30 et 60 minutes tout compris. Et combien de temps? 3 mois. Pour la Haute Autorité de Santé, on a prévu 3 mois éventuellement renouvelables. Et puis enfin, le deuxième T, c'est le type, c'est du cardio et du renforcement musculaire. Si vous avez l'impression que le patient a besoin d'assouplissement, a besoin d'équilibre, a besoin de coordination ou de problèmes respiratoires, vous allez les rajouter. Et après, c'est l'enseignant d'activité physique adaptée ou le kinésithérapeute qui vont tester le patient, l'évaluer, lui proposer un programme à lui, rester en coordination avec vous et vous répondre. Donc, on voit que c'est assez faisable. Si vous avez encore des doutes, vous avez tout ce qui a été écrit par la Haute Autorité de Santé. Il y a des guides, il y a aussi des feuillets qui vont rester, des petites fiches vous avez des fiches pratiques pour vous, des fiches pratiques pour les patients. Je le sais puisque j'étais un des rédacteurs avec Martine Duclos et le docteur Semama de la Haute Autorité de Santé. Donc, je vois que j'ai plus beaucoup de temps. Je crois vraiment que si vous voulez prescrire, et c'est indispensable, il faut que vous soyez convaincu de ce que vous faites. Le patient, par expérience, s'il sent que vous doutez un petit peu, il ne va pas vous suivre. Si vraiment vous lui dites « Attention, c'est aussi important que vos autres médicaments. C'est vital pour vous que vous bougiez. » Je pense que vous y arriverez. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pendant ces 10 minutes. Merci beaucoup, François. Tous les guides dont tu as parlé, on mettra les liens dans le mail qui partira après le live. Donc vous aurez tout à disposition après le live. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et on y reviendra après. Maintenant, je vais laisser la parole à Laurent Eck, qui est directeur du service de prévention et de santé au travail de Corrèze Dordogne. Alors lui, il n'est pas médecin, mais il milite depuis de nombreuses années pour la promotion de l'activité physique dans le monde de l'entreprise, avec le constat simple, comme il va nous dire, qu'un collaborateur qui bouge et qui se sent bien dans son corps aura moins de chances d'être en souffrance au travail et s'éloignera moins du monde du travail. Qui veut aller loin ménage sa monture. Laurent, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous et merci Nicolas pour l'introduction, et c'est aussi un plaisir, un clin d'œil au professeur François Carré, qui était venu en 2021, je vous fais voyager un petit peu en Corrèze, puisqu'il était venu au CAB pour nos amis rugbymen de Brive, et qui nous avait déjà fait une présentation des bienfaits et de l'intérêt de l'activité physique. Alors moi, je vous fais un peu voyager en province, en Corrèze Dordogne, et puis avec un service de prévention et de santé au travail qui a pris une initiative, ce qu'on appelait la médecine du travail dans l'ancien temps, qui avait pris une initiative dès les années 2016-2017 de rentrer dans, on va dire, un courant de la santé publique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des experts du monde du travail, et si on a des collègues ergonomes ou ingénieurs qui nous écoutent, bien sûr, on adapte le travail à l'homme, on évite que le corps s'abîme et que le mental s'abîme. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a peut-être fait qu'une moitié du chemin sur lequel nos services de prévention et de santé au travail peuvent aller plus loin. Et on a été jusqu'au niveau, alors pas ultime, mais en tout cas de manière significative, en étant labellisé Maison Sport Santé dès l'année 2020. Et j'ai la bonne nouvelle en plus de vous annoncer que nous sommes réhabilités, puisque c'est le terme consacré par les ministères des Santé et des Sports en ce début d'année 2024. Alors, ça s'est passé un petit peu en deux temps parce que il y a des intérêts qui sont conjoints dans le monde professionnel. N'oublions pas qu'on est tous des citoyens, on n'est pas des coupables comme des salamis, mais 8 heures par jour, on est sous la subordination d'un employeur, public, privé, mais on est contraint
dans notre champ d'action. Et puisque voilà, on parlait beaucoup de recommandations de la Haute Autorité de Santé, eh bien il y a des travaux en médecine du travail, dans les chaires, qui se font avec le professeur Dutheil, que je cite souvent, qui milite pour dire que c'est presque, la sédentarité pourrait être un risque professionnel. Alors un risque individuel, mais qui se crée dans un collectif de travail et qui lui-même obéit à un environnement socio-économique. Évidemment, Nicolas, vous le disiez tout à l'heure, attirer des gens à soi dans des métiers, ça participe aussi d'une forme de qualité de vie, de responsabilité sociale et environnementale. Donc l'employeur est conscient de cela, mais il ne sait pas non plus par quel bout le prendre. Alors, on a voulu, nous, les services de prévention et de santé au travail, parce que nous sommes conseil de l'employeur et du salarié de manière impartiale, commencer à nous professionnaliser dans cette démarche. On a eu des occasions de collaborer avec des mondes du sport, des mondes de l'enseignement sportif, de monde évidemment médical, avec des conférences, avec des instituts, des rencontres de la forme, avec des conférences invitées, c'était celle du professeur Carré. Et puis on a été un petit peu plus loin et on a regardé qu'est-ce que l'on pouvait faire sur 2 volants. Le premier, c'est la promotion de l'activité physique et sportive, l'APS. Eh bien, on a eu raison, puisque la loi, finalement, du 2 août 2021, chaque domaine a sa grande loi de temps en temps, nous c'était celle-ci, eh bien, elle a indiqué de manière très claire, elle stipule que les services sont habilités et missionnés pour faire la promotion de l'activité physique sportive. C'est même pas d'activité physique adaptée, c'est sportive. On va plus loin. Et donc, on a pu nouer des partenariats assez intéressants avec des fédérations sportives, des comités olympiques départementaux. Alors, parfois de manière très opportune, quand on a les championnats de France de badminton qui se passent en Dordogne, on est heureux de signer une convention avec cette fédération et de faire la promotion en nous appuyant sur les clubs locaux. Alors, c'est tout un travail et nos autres collègues du monde du sport poursuivront après. C'est comme on passe de la licence individuelle à la licence collective pour faire bouger une entreprise. Les entreprises en France, même si on pense souvent aux grands groupes, eh bien 90% sont des entreprises de moins de 20 salariés. Donc le tissu français, ce sont aussi des TPE, PME, et c'est sûr que dans les grandes entreprises, on a plus de moyens, peut-être plus de ressources, plus d'organisation en termes de ressources humaines, de politique, qualité de vie et conditions de travail, peut-être plus simple de le faire. Mais quand il faut promouvoir ce sport santé chez tous les coiffeurs de la commune de Brive, eh bien, c'est beaucoup plus long et ça demande peut-être aussi de travailler avec des organismes collectifs ou des branches professionnelles. Donc, on s'est professionnalisé sur cette question-là. Donc, nous avons des groupes activités physiques en entreprise pour aider les entreprises à bouger en nous appuyant sur les ressources locales que sont les fédérations et les clubs locaux. Il y a un autre côté, et là, je rentre un peu dans la médecine du travail pour reprendre l'ancienne référence, c'est que j'ai eu du mal à convaincre nos médecins. Je le dis, alors pas tous, parce que toujours il y en a qui sont plus pionniers que les autres, mais c'était ce débat que j'avais en disant, mais docteur, l'activité physique, c'est important, et peut-être qu'on pourrait la prescrire. Bon, il dit, non, vous n'y pensez pas, c'est pas notre travail, nous c'est d'adapter le travail à l'homme, pas l'inverse. Et je prenais cet exemple qui marche presque à tous les coups. Prenez une chaîne de travail avec des cadences, etc. Et nous, nos ergonomes, nos infirmiers, nos médecins, adapte le travail à l'homme, et sur 2 ouvriers, Michel et Robert, on a adapté particulièrement le travail à l'homme et on a évité qu'il se fasse mal. Et je prenais l'exemple, on va prendre l'exemple de Michel qui lui est hypertendu, diabétique, en surpoids, et je pose la question à notre médecin du travail, je dis, à votre avis, docteur, lequel des 2 va perdre son emploi le plus vite? Bon, évidemment, c'est celui qui a les facteurs de vulnérabilité individuelle les plus forts. Et je dis donc, je crois que notre mission, une des premières, presque l'oméga, c'est de prévenir la désinsertion professionnelle. Ah oui, vous avez raison. Bien, vous voyez bien que si on travaille que sur une partie de l'adaptation du travail à l'homme, on n'a pas résolu l'autre question qui est celle également de renforcer les compétences biopsychosociales et notamment celles qui sont physiques. Est-ce que vous voudriez peut-être commencer à prescrire de l'activité physique, ce qui est tout à fait possible, bien évidemment, comme tous les professionnels de santé, les médecins au premier chef. Et on s'est organisé avec, alors je vous donne des infos un peu locales, des chiffres locaux, on passe quand même 65 000 visites par an. C'est-à-dire que tous les 5 ans, une population active passe par les services de prévention et de santé au travail. Et en premier lieu, ce sont nos infirmiers spécialisés qui voient un entretien périodique. Et selon un protocole, une grille, on identifie les gens qui mériteraient, peut-être le professeur Carré disait dans les questions, dans l'exploratoire, fumez-vous, est-ce que vous bougez? Oh, je bouge pas. Vous faites du jardin? Ah oui. Vous allez à la chasse? Non, on chasse en Dordogne. Ah oui, alors je bouge un peu. Alors, on essaie de scorer un petit peu et parfois on dit, bon,
par rapport à votre âge, cet entretien du 12e milieu de carrière ou fin de carrière, on sent bien que vous allez perdre votre travail. Et ça, c'est notre boulot, de vous aider à le maintenir. Et peut-être que la porte d'à côté, votre médecin du travail, pourrait vous prescrire cette activité physique adaptée. Et là, on renvoie. Donc, il y a un travail de vigie, de dépistage, et ensuite de prescription. Et là, on a également tout un travail de protocole et de prescription. À chaque fois, comme le disait Nicolas, des guides vous seront donnés dans les références à la fin de la visio. Et ensuite, la question, c'est où est-ce qu'on les fait bouger? Eh bien, on les fait bouger à nouveau chez des partenaires. Alors, peut-être pas le club sportif du coin, parce que ça leur demanderait peut-être, de la compète et ça les effraierait, nos salariés, nos travailleurs. Donc, on les met dans une activité physique adaptée, dans un réseau, souvent coordonné par des cardiologues. Ça rassure nos médecins également. Ah, on envoie mes travailleurs dans un endroit où on va être sécure. Il n'y aura pas de décompensation cardiaque, c'est la grande angoisse. Mais si je lui fais faire du sport et qu'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Là, un cardiologue vous disait non, ça s'adapte tout ça. Donc, on les remet dans un parcours, souvent avec nos camarades des PEPS, par exemple, ou des dispositifs d'appui à la coordination. Il y a d'autres maisons sport santé qui en réalisent des ateliers. Et ce qu'on espère, c'est quand on les revoit dans le cycle des visites périodiques, eh bien, leurs constantes physiques se sont améliorées en termes d'hypertension, de diabète et autres. Donc ça, c'est tout un travail que l'on fait et on essaie de le partager au sein de la fédération Présence, qui est notre fédération des services de santé au travail. On est en année de JO, donc c'est le moment ou jamais de dire on bouge partout et on bouge en entreprise. Alors, le petit conseil que je donne, c'est vous êtes une entreprise, rapprochez-vous de votre service de prévention et de santé au travail. Aujourd'hui, ça fait partie de nos missions. Alors, tout le monde n'est pas maison sport santé. Nous, c'est une dimension un peu politique, stratégique, un leitmotiv de notre service. On a été très loin. On fait ces ateliers passerelles dans nos murs. On a inauguré le centre à côté de Brive-Est c'était cette semaine, il y a 2 jours. Donc, on va pouvoir faire des ateliers. On n'est pas obligé d'aller aussi loin. Mais le conseil et la promotion de l'activité physique, les services de prévention et de santé au travail sont des bons adjuvants auprès des employeurs. Et à nouveau, en mettre un petit guide pour ceux qui veulent se lancer dans la démarche. Je ne suis pas trop long dans mon temps de parole pour laisser la place aux questions et aux autres intervenants. Super. Merci beaucoup, Laurent. C'est très clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. On reprendra tout ça à la fin. Maintenant, j'ai le plaisir de laisser la parole à Anne Giresse, qui est médecin coordinatrice nationale à la Fédération française de tennis et qui s'occupe de la promotion du sport santé comme outil de prévention et de thérapeutique. Tout l'enjeu étant de réadapter les patients à l'effort et de faire évoluer le sport pour qu'il puisse lui aussi s'adapter avec des raquettes particulières, des terrains particuliers, des façons de faire particulières. Et Anne, je te laisse la parole. Fais-nous bouger. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à toute l'équipe de Medavid de m'avoir conviée à ce webinaire et de me permettre ainsi de vous présenter un formidable outil thérapeutique qui s'appelle le tennis. Alors, l'aventure a commencé pour nous en 2013 sous l'impulsion du CNOSF, Comité national olympique du sport santé, du sport français, qui a demandé aux différentes fédérations sportives de décrire leur discipline et de développer des protocoles pour différents publics cibles. On avait une consigne, respecter l'esprit de la discipline. Alors, je vous avouerai que à l'époque, le projet m'a paru incroyablement ambitieux, mais absolument passionnant. Alors, pour nous guider, nous avions à notre disposition des visioconférences remarquablement faites par les experts du CNOSF, dont François Carré pour les pathologies cardiovasculaires. Alors, pour démarrer, nous savions déjà que le tennis avait 2 atouts. Premièrement, le tennis, en plus d'être un sport, eh bien, c'est un jeu qui est très ludique. Et le fait d'interagir avec différentes personnes, eh bien, cela crée énormément de liens sociaux. Et avec l'expérience, on s'est aperçu que les personnes y adhéraient vraiment sur le long terme. Alors, le plus difficile, c'est de les amener sur le terrain. Mais une fois qu'ils sont sur le terrain, au bout de 10 minutes, c'est gagné.
et à la fin de la séance, ils veulent tous aller s'inscrire à des séances de tennis santé. Effectivement, deuxième atout du tennis, c'est un sport qui est complètement modulable. On peut jouer sur la taille du terrain, on peut utiliser des filets de tailles différentes, on peut utiliser différents types de balles, différents types de raquettes. Cela nous permet de limiter le déplacement, de ralentir le jeu et de rendre cela très facile, l'objectif étant d'obtenir de la réussite dès la première séance, et c'est ce qui se passe. Donc vous voyez, on peut vraiment adapter la pratique à chaque personne, et cela, quel que soit son âge. On met des personnes au tennis de plus de 90 ans, quelle que soit sa condition physique, son passé sportif, même ceux qui n'ont jamais fait de sport, et son état de santé. Alors, pour développer nos protocoles, nous avions tenu à associer à nos séances de travail des médecins spécialistes de chacune des pathologies ciblées. C'était essentiel pour nous d'avoir la caution de ces médecins spécialistes. Effectivement, le tennis avait une réputation de sport à risque. Enfin bref, c'était plutôt un sport à éviter. Et vous allez voir qu'en fait, c'est tout le contraire. Alors, avec nos spécialistes, nous avons découvert tout le potentiel de notre discipline. En combinant des activités d'endurance et de résistance, le tennis est le sport idéal pour le diabète de type 2, nous dit le professeur Larger, chef du service de diabétologie de l'hôpital Cochin. Faire travailler ces muscles a les mêmes effets que les médicaments, nous dit le docteur Nicolas Bail, en charge du service de médecine physique et réadaptation à Créteil. Et il rajoute, le meilleur sport pour la maladie de Parkinson, assurément, pour moi c'est le tennis. Très bien. Le docteur Florence Bonté, responsable de la consultation mémoire de l'hôpital Sainte-Marie à Paris, eh bien, veut proposer le tennis à tous ces patients atteints de la maladie d'Alzheimer et à leurs aidants. Et il faut savoir que le travail des yeux pour suivre la trajectoire de cette petite balle jaune, eh bien, c'est le meilleur stimulant cognitif. L'hôpital de Bligny, dans l'Essonne, a la chance d'avoir un terrain de tennis dans un superbe parc. Le service d'hématologie accueille en soins de suite des patients après une greffe de moelle, après de lourdes chimiothérapies, après un long séjour en chambre stérile. En arrivant à Bligny, ils peuvent avoir perdu près de 30 kilos. En fait, il n'y a pas de patients plus fragiles. Eh bien, le docteur Nathalie Chéron, chef du service d'hématologie, a décidé d'intégrer le tennis au parcours de soins de ses patients. Alors, j'ai envie de vous livrer le témoignage de Bruno, que nous avons rencontré 48 heures avant sa sortie de l'hôpital. En arrivant, je n'étais plus rien. Je n'existais plus. J'étais juste un corps allongé sur un lit. Le tennis aura été la partie essentielle de ma prise en charge. Il m'aura permis de retrouver ma confiance en moi. Après chaque séance, j'avais l'impression d'avoir gravi une nouvelle marche vers le retour à la vie normale. Comme le dit si bien Nathalie Chéron, les patients arrivent sur le cours en fauteuil roulant et repartent de l'hôpital en petite foulée. Enfin, de grandes études comparant les principaux sports à l'absence de pratique et qui ont été relayées dans toute la presse, médicale et grand public, viennent corroborer ces résultats en plaçant le tennis en numéro 1 en termes de bénéfices pour la santé. La première, portant sur une cohorte de 80 000 Britanniques, c'est un chiffre rarement atteint dans les études, affiche une réduction de la mortalité toute cause de 47%, mais une réduction de la mortalité cardiovasculaire de 56% pour les pratiquants tennis et le place en numéro 1. Alors les physiologistes interrogés mettent en avant le rythme du tennis qui contribuerait à améliorer la qualité des parois artérielles
et ainsi à prévenir les accidents vasculaires. La deuxième étude, portant sur une cohorte de 8500 Danois, affiche un allongement de l'espérance de vie de près de 10 ans pour les joueurs de tennis. C'est le badminton qui vient en deuxième place avec 6,2 années en plus. Donc les raquettes étaient vraiment à l'honneur. Alors les scientifiques, pour expliquer ces résultats très forts pour le tennis, eh bien pour eux, le fait d'être avec d'autres personnes, de jouer et d'interagir avec elles a probablement des effets psychologiques et physiologiques uniques, amplifiant ainsi les avantages de l'exercice. Alors, nous avons réservé, pour vous parler de l'organisation de ces séances, nous avons réservé la dispensation des séances tennis santé à nos enseignants tennis diplômés d'État uniquement et formés au tennis santé. Nous avons mis en place un cahier des charges de labellisation pour les clubs tennis santé dont le critère principal, c'est la formation de l'enseignant. Pour déployer le tennis santé sur tout le territoire, nous avons demandé à chaque région de mettre en place un trinôme tennis santé. Un trinôme composé d'un conseiller en développement, d'un médecin et d'un enseignant tennis, charge à eux de mettre en place le tennis dans les clubs de leur région et de former leurs enseignants au tennis santé. Et bien sûr, nous sommes toujours là en support pour les ligues qui le souhaitent. Nous avons formé ces trinômes en 2018 et début 2024, nous avons franchi la barre des 500 clubs labellisés. Nous espérons continuer sur notre lancée. Nous avons encore un gros programme pour l'année 2024 de formation à réaliser afin de pouvoir répondre aux très nombreuses prescriptions des médecins. Je citerai comme exemple le petit club de l'Étrenne dans le Pas-de-Calais, qui a actuellement 50 bénéficiaires, donc ça représente 6 séances tennis santé par semaine, et qui a une liste d'attente de patients. Donc ils essaient de recruter, de voir comment s'organiser, parce que les médecins se désolent de ne pas pouvoir prescrire plus de tennis santé à leurs patients. Donc vous voyez, je conclurai en disant que la santé semble vraiment au bout de la raquette. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne pour ces nombreux témoignages émouvants et encourageants et enthousiasmants. Je vais passer maintenant la parole à Laetitia Lecorguillet, qui est référente nationale cyclisme santé à la Fédération française de cyclisme, ancienne sportive de haut niveau, championne olympique, psychomotricienne, et qui est en charge le développement des coachs vélo santé et des différents programmes de cyclisme santé, pédaler santé, pédaler bien-être, plein de choses passionnantes avec des applications très très variées. Laetitia, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir vous présenter le travail qu'on réalise à la Fédération française de cyclisme depuis déjà plusieurs années. Donc pour commencer, la Fédération française de cyclisme, comme vous le savez, c'est une fédération sportive avec environ 110 000 licenciés. Nous avons 5 disciplines olympiques et d'autres non olympiques. Et donc pratiquer à la Fédération française de cyclisme, c'est plutôt une image sportive. Et depuis quelques années, on essaye de faire évoluer les choses et d'amener plus de pratiques loisirs. L'apprentissage du vélo aussi également, le perfectionnement, mais aussi vraiment pratiquer pour sa santé. Et donc, au niveau de l'historique du sport santé, c'est depuis environ 2013-2014, comme le tennis, que des médecins ont commencé à travailler sur le développement du cyclisme santé avec le CNOSF. Mais il n'y avait pas à ce moment-là de volonté politique pour le développer concrètement au sein de la fédération. Et c'est seulement depuis 2020, et avec mon arrivée,
que le cyclisme santé a vraiment pu concrètement se mettre en place avec la mise en place de formations, l'ingénierie d'une formation, la création de labels cyclisme santé, la mise en place de projets expérimentaux aussi à la fédération pour donner envie à nos structures d'évoluer sur ce domaine-là. On a créé aussi une licence santé en 2021 qui aujourd'hui, on est encore assez faible au niveau du nombre de personnes possédant cette licence santé, mais on a quand même on a des augmentations, on a une évolution plutôt positive avec plus 88% en 2023 par rapport à 2021. Et donc on est optimiste pour l'évolution sur la suite. Alors, je vais pas faire le détail des avantages du cyclisme pour la santé parce que vous êtes pour la plupart médecins et vous savez tous les bienfaits que peut avoir le cyclisme sur la santé. Mais en tout cas, c'est une activité qui est complète, qui est portée, qui est non traumatisante parce qu'elle est portée et donc et elle a la dominance aussi dominante cardiovasculaire. Et pour nous, au niveau du cyclisme santé, pour que cette pratique soit adaptée à chacun, on ne parle pas de discipline, mais on parle plutôt de type de vélo de pratique. Et donc, les gens qui viennent pratiquer le vélo santé, eh bien, ils viennent le pratiquer sur leur vélo de tous les jours. Donc, ça peut être des vélos tout chemin, des VTC, des VAE, des vélos assistance électrique, des vélos d'appartement. Donc, certaines structures possèdent des vélos d'appartement aussi pour les personnes qui ont plus de problèmes d'équilibre, qui ne se sentent pas en sécurité pour pratiquer aussi le vélo. Et également, on peut voir dans certaines structures des personnes qui viennent avec des tricycles. Donc, la pratique du vélo, lorsqu'elle est encadrée qualitativement, elle permet de s'adapter au mieux aux particularités des personnes prises en charge. Donc, nous avons formé depuis 2020 des coachs vélo santé. Donc, comme le tennis, on a fait le choix que ces formations soient ouvertes seulement aux professionnels du sport. Donc, on forme des DEGEPS cyclisme, mais aussi des BPGEPS activités du cyclisme ou activités physiques pour tous, des licences TAPS aussi qui viennent chercher des licences, une formation complémentaire. Et donc, et ces formations, le message qu'on fait passer, c'est qu'il faut qu'ils proposent une activité qui soit régulière, qui soit adaptée, sécurisée et progressive pour ces personnes à besoins spécifiques. Donc, c'est une formation qui est de 60 heures et qui a été montée en partenariat avec des spécialistes du sport santé, des médecins spécialistes et des enseignants en activité physique adaptée. Aujourd'hui, on n'est pas au niveau du tennis. On est arrivé, nous, à 123 coachs vélo santé diplômés. On a fait le choix de garder la main au niveau national pour que vraiment la qualité de la formation reste pour que la formation reste très qualitative. Et donc, on est à peu près à environ une quarantaine de coachs vélo santé formés sur le territoire chaque année. Mais on a aussi également des formations animateurs fédérales dans lesquelles on inclut un module vélo bien-être. Et donc, pour que nos animateurs fédéraux qui ont des diplômes fédéraux puissent accueillir des gens en prévention primaire. Donc, nous, à la Fédération française de cyclisme, je peux dire on propose des activités de deux manières différentes. Donc, on a l'activité club et on a aussi l'activité qu'on propose dans des structures qui sont en dehors du club. Donc, je vais tout d'abord vous présenter les activités qu'on propose en dehors du club. Donc, depuis 2020, on a expérimenté une offre mobile cyclisme santé, donc qui se pratique dans des établissements médico-sociaux pour les plus ou moins jeunes. On est surtout parti aujourd'hui sur un public un peu âgé, mais bon, on aimerait bien aussi pouvoir développer des choses avec des publics plus jeunes. Et c'est pas toujours évident de trouver justement des réseaux dans lesquels on peut s'incruster pour développer des projets. Donc, s'il y en a qui sont preneurs, en tout cas, de développer des choses avec la Fédération française de cyclisme, et ben nous, on est preneurs. Alors donc, dans les établissements médico-sociaux, on intervient dans des résidences autonomie et des EHPAD sur des programmes allant de 3 mois à 1 an sur prescription médicale. Donc, dans les EHPAD, ce sont les médecins des établissements qui prescrivent l'activité
Et dans les résidences autonomie, ce sont les médecins traitants qui prescrivent l'activité. Donc vraiment, ça nous a semblé quand même très important que l'activité soit prescrite pour que justement cette activité soit validée par le médecin et qu'elle puisse qu'elle soit connue par celui-ci. Donc au niveau de ces activités, donc que ça soit des programmes de 3 mois qui durent de 3 mois à 1 an, on propose des tests de conditions physiques à différents moments. Donc au début, milieu, fin de programme, avec l'évaluation de l'endurance, l'évaluation de la force des membres inférieurs, l'évaluation de l'équilibre, mais aussi de la force de préhension. Et aujourd'hui, sur l'offre mobile cyclisme santé, on a accueilli 344 résidents qui avaient entre 60 et 100 ans. Et donc, je vais juste vous donner quelques chiffres. Ça n'a pas donné lieu à une étude scientifique, mais en tout cas, nous, on a quand même proposé des tests pour vraiment que notre pratique soit... qu'on montre que cette pratique est bénéfique pour les personnes âgées. Et sur un échantillon de 155 résidents, par exemple, il y a 67% d'entre eux qui ont amélioré l'équilibre. Il y en a 76,5% qui ont amélioré leur force des membres inférieurs. Et puis tous les éléments de la condition physique ont été évalués et ont obtenu une amélioration significative. Donc voilà, donc c'est une activité qui montre, qui est très bénéfique pour les personnes âgées, mais aussi pour toute la population française. Sur donc l'offre mobile cyclisme santé, on propose des séances de 3/4 d'heure à 1 heure, à raison de 1 à 2 fois par semaine. Et donc les activités se font sur vélo d'appartement et combinent donc travail d'endurance, musculaire, cognitif, avec par exemple des exercices aussi en double tâche. On a, en plus de ces de ces tests de conditions physiques, on a proposé des questionnaires aux résidents et aux établissements. Et souvent, on a eu des retours positifs des résidents. Et les résidents se sentent souvent mieux après la séance qu'avant la séance. On a eu des retours aussi qu'ils avaient des facilités à monter les escaliers, qu'ils arrivaient mieux à se déplacer dans la vie quotidienne. Et que cette activité était importante aussi pour la cohésion sociale. Au niveau du personnel, le personnel a déclaré qu'il sentait un mieux-être chez les résidents, que c'était favorable, une activité favorable aussi sur l'état de santé, et que c'était une activité qui était inscrite dans le quotidien des résidents. Donc maintenant, pour l'activité club, l'activité club sport santé que l'on propose, c'est une activité où on accueille donc les pratiquants qui ont des pathologies cardiaques ou qui sont juste sédentaires et inactifs à venir pratiquer en toute sécurité dans nos clubs FFC. Donc on a monté deux labels, donc le label Pédaler Bien-être et le label Pédaler Santé. Au niveau du label Pédaler Bien-être, c'est la pratique en prévention primaire, donc c'est pour toute personne voulant pratiquer le vélo pour leur bien-être, pour pratiquer une activité physique afin d'être en bonne santé et éviter l'apparition de maladies. Donc on est proche du loisir, mais c'est pas du loisir, c'est pas les mêmes personnes quand même que le loisir. Et ensuite, on a le label Pédaler Santé. Donc là, c'est la pratique en prévention primaire et en prévention secondaire et tertiaire. Et vraiment là, on agit par l'activité physique sur la maladie pour améliorer les symptômes de la maladie et également éviter pour mieux améliorer sa santé. Donc le Pédaler Santé, c'est une pratique sur prescription médicale qui permet d'ouvrir à une licence santé à un tarif un peu inférieur par rapport à la licence loisir qui est proposée à la fédération. Donc les pratiquants arrivent dans les clubs grâce aux prescriptions médicales qui sont réalisées dans le cadre des maisons sport santé ou des réseaux sport santé territoriaux par les médecins de ville ou spécialisés qui connaissent les offres qu'on propose nous dans nos clubs. Et les activités peuvent être proposées sur vélo assistance électrique ou VTC ou vélo d'appartement selon les clubs. Ça, c'est vraiment la sensibilité des clubs qui proposent l'activité. Donc,
Voilà, donc moi pour conclure, on peut voir que même pour une fédération sportive, le sport santé est une de nos priorités de développement aujourd'hui. Nous rencontrons encore des freins, notamment sur le poids par rapport au poids de la culture et de l'histoire de nos clubs. Et on a une image quand même très sportive. Donc nous travaillons dessus. Nous sommes on a des ressources humaines maintenant qui s'attellent au développement territorial du sport santé. Et on a un maillage territorial qui est assez intéressant avec aujourd'hui 60 départements avec des coachs vélo santé formés. Mais on a encore du travail et on travaille là-dessus pour vraiment pouvoir combler tous les territoires français et avec les autres fédérations, je pense qu'on va réussir à proposer une activité qui soit complémentaire et qui puisse correspondre vraiment à chacun. Merci beaucoup Laetitia pour toutes ces informations et ces belles actions que vous menez. On va passer, j'essaie de répondre un petit peu, enfin distribuer un petit peu les questions. Est-ce que vous avez des partenariats? Alors peut-être plus pour une question qui s'adresse aux deux fédérations. Est-ce que vous avez des partenariats avec la Ligue contre le cancer? Parce que François a bien expliqué qu'il y avait beaucoup d'effets bénéfiques du sport. Est-ce que c'est une dynamique que vous avez? Est-ce que ce sont des partenaires que vous avez, peut-être Ligue contre le cancer pour la maladie de Parkinson et des choses comme ça? Comment se créent un petit peu les partenariats entre les différentes institutions? Alors pour le tennis, pour la Ligue contre le cancer, nous sommes en cours de discussion pour créer une convention. Nous sommes en train de signer aussi avec la Fédération française de cardiologie. Nous avons signé avec France Alzheimer. Nous avons signé avec les MARPA, qui est un ensemble de maisons pour personnes autonomes. Et nous avons été démarchés par le réseau des kinés du sein, qui veulent, je crois qu'ils sont près de 250 ou 300 sur le territoire, et ils veulent vraiment que toutes les femmes opérées du cancer du sein bénéficient de ces kinés du sein. Et donc, ils souhaiteraient pouvoir, après ces soins kinés, envoyer les patients dans nos clubs de tennis. Donc, on a une convention en cours d'élaboration. Donc, il y a des clubs identifiés tennis adapté. Club labellisé tennis santé, bien sûr. Voilà, c'est ça. Oui, tout ça ne concerne que les clubs labellisés tennis santé. Et pour avoir alors c'est pas une question qui a été posée, mais en termes de nombre de clubs déjà labellisés ou de proportion de clubs, est-ce que c'est quelque chose qui se développe? Est-ce que ça va pas assez vite? Comment est-ce que vous vous situez? Ça va jamais assez vite. On a envie d'avoir des offres partout. Comme je vous disais, on a 500 clubs labellisés tennis santé. On a plus de 1100 enseignants diplômés d'État formés. Mais on a énormément de clubs de tennis. Je crois que c'est de l'ordre de... voilà, là, on me montre un chiffre, on a 7300 clubs de tennis. Oui. Donc, on a encore une bonne marge de progression, mais les retours des enseignants trouvent que ce sont vraiment les plus belles heures de leur semaine, et puis ils parlent entre eux. Donc, j'espère que ça va continuer à se développer. Laetitia, sur les partenariats et sur peut-être la proportion de clubs déjà labellisés? Oui, nous, alors, au niveau des partenariats, on n'a pas encore commencé à créer des partenariats avec la Ligue contre le cancer ou même d'autres gros organismes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se penche dans les mois futurs, parce que justement, ça pourrait être intéressant aussi pour nos structures fédérales de pouvoir avoir des appuis pour développer justement l'activité cyclisme santé dans leur structure. Et au niveau de nous, au niveau du cyclisme santé, au niveau des labels, c'est encore assez récent parce que le label a été créé en 2022 et vraiment en 2022 avec un cahier des charges aussi qui impose, comme le tennis, la présence d'un coach vélo santé. Et donc aujourd'hui, nous, on a une vingtaine de clubs seulement en France qui sont labellisés, mais c'est pas parce qu'ils sont
labellisés qui ne sont pas labellisés, qui ne font pas du sport santé. On est en train de justement essayer de les raccrocher à nous et pour que justement on puisse avoir vraiment un maillage territorial important sur de labellisation. Super. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui moi je trouve que ça va pas assez vite, hein, comme Anne le disait. J'aimerais que nous on a moins de clubs que le tennis. On a 2500 clubs en France, mais on en a que environ 500 qui sont actifs vraiment. Et donc qui ont des écoles françaises de cyclisme, et on voudrait déjà que peut-être 300 clubs puissent s'accrocher au sport santé, quoi. Super. Une petite question pour François. Alors, j'ai trouvé c'était très clair la façon de rédiger l'ordonnance pour le sport adapté. Merci beaucoup, ça va m'aider avec mes patients. Il y a une partie de la question qui était posée dans la salle. Combien ça coûte aux patients? Il y a cette histoire est-ce que c'est remboursé par la Sécu, par les mutuelles? Est-ce qu'il y a un projet? Je ne sais plus la deuxième partie de ma question, mais bon, on va déjà peut-être sur le financement. Est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce qu'au niveau de l'HAS, il y a quelque chose qui se dessine? Comment ça se passe? Alors, tout d'abord, avec la première phrase de ma réponse, vous allez comprendre que nous sommes en France. Donc, rien n'est simple. La Haute Autorité de Santé est pour le remboursement. On a l'impression que la Haute Autorité de Santé n'a aucun pouvoir, puisqu'en fin de compte, la Caisse nationale d'assurance maladie, contrairement à ce qu'elle nous avait un peu promis, puisqu'on travaille beaucoup avec elle aussi, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le dernier projet de loi, il devait y avoir une prise en charge au moins de certaines maladies. Première présentation, rien. Il n'y avait même pas d'amendement. Après, ils ont un petit peu rétro-pédalé puisqu'il y a quand même eu une levée de boucliers de médecins et des associations de patients en nous présentant une usine à gaz qui, en 2 mots, voilà, je vais vous dire en gros ce que j'en ai retenu, c'est dans certaines régions, en accord avec la ARS, des expérimentations pourront être mises en place, mais on ne sait pas dedans s'il y a le remboursement. C'est un panier de soins dans lequel il y aurait l'éducation thérapeutique. Enfin voilà, donc en fait, pas le remboursement d'une activité, d'une thérapeutique validée. Donc c'est un peu ennuyeux de dire qu'on a des patients pris à 5%, qu'on va leur proposer un traitement qui est prouvé et qui ne va pas être remboursé. Déjà, intellectuellement, le patient, il ne comprend pas. Il ne nous croit pas, il ne croit pas que ça marche, donc, etc. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de remboursement. Il y a beaucoup de mutuelles qui proposent une prise en charge qui, ça dépend. Hein. Il y a un chèque qui varie, comme il peut y avoir aussi un chèque pour la pratique du sport santé dans certaines mutuelles. Pour le moment, on coince un peu sur ce problème. Là, manifestement, celui qui décide, vous le savez bien, c'est Bercy, dans les deux sens, pour donner ou pas donner de sous. Et Bercy a décidé de ne pas donner de sous pour l'activité physique adaptée, pour son remboursement. Je précise bien que là, je ne parle que de l'activité physique adaptée. Par exemple, le sport santé fait dans la Fédération française de cyclisme et ou dans la Fédération française de tennis, nous n'abordons pas ce problème. Tout simplement parce que nous encourageons, par l'intermédiaire, Anne et Laetitia l'ont pas dit, mais c'était tout à fait normal, pour compléter, il y a un DICO-sport santé ou médico-sport santé. Il y a aussi le même médico-sport santé pour les patients en situation de handicap, donc pour les paralympiques, où là-dessus, vous tapez sur Internet médico-sport santé, vous avez toutes les fédérations qui vous proposent des activités physiques, adaptées à quelle pathologie, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que les patients, il faut qu'ils aient envie de faire. Le patient qui n'aime pas le tennis ou qui n'a jamais joué, ou le patient qui n'aime pas le vélo, on va peut-être l'orienter vers autre chose, ou réciproquement. Donc, parce que là, ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est à vie. Donc, il faut faire ça toute sa vie. Quand on l'arrête, on perd les bénéfices, comme un médicament d'une maladie chronique. Donc non, pour le moment, ce n'est pas remboursé. Les mutuelles, il y en a qui donnent des choses. Le message qu'on a de la part des mutuelles, puisqu'on travaille avec les mutuelles, c'est que la mutuelle ne veut pas prendre à 100%. Ce que je peux entendre, je ne vois pas comment on peut mettre en place une politique nationale, puisque l'État parle d'une politique nationale, et que l'État ne mette pas 1 euro dedans. Si l'État met 1 euro, les mutuelles feront un effort. En tout cas, c'est toutes les mutuelles qui me l'ont dit, parce que les mutuelles sont conscientes quand même de ce qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, non, c'est un frein. Alors après, ce frein n'est pas si important, parce que si vous remettez un peu la personne, c'est exactement ce qu'a dit Anne, à l'activité physique adaptée,
comme dans le sport santé, en quelques jours, elle se sent tellement mieux qu'elle est prête à payer. Après, il peut y avoir une aide d'une municipalité ou un tarif. Ça, mais nous, on a un centre santé bien-être où on prend des malades chroniques, on leur fait 8 séances, et là-dessus, il y en a 60% qui ensuite vont, en payant d'eux-mêmes, faire de l'activité physique adaptée, parce qu'ils voient combien ils vont mieux. Mais c'est comme tout. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit, au début, on prend en charge 8 séances, quoi. Voilà, pour répondre à la question. Et j'ai retrouvé la deuxième partie de ma question maintenant. Alors, quand je suis médecin au cabinet avec mon patient, je lui prescris son sport santé et je l'oriente vers une maison de santé, sport santé ou sport adapté de la municipalité, parce qu'il y en a pas mal qui commencent à arriver, où il y a des fois je leur dis, qu'est-ce que vous faisiez comme sport quand vous étiez plus jeune? Retournez voir votre club, peut-être qu'il y a du sport adapté et faites-vous plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un espèce de hub qui va redispatcher? Vous avez entièrement raison. En fait, je vous ai parlé que du groupe. Il y a 4 niveaux de patients. Il y a le niveau qui nécessite de la réadaptation, c'est un kiné. Donc, ceux-là, on les exclut. Il y a les niveaux de malades chroniques dont je vous ai parlé, qui ne font pas assez d'activité physique et qui ne peuvent pas le faire en autonomie. Donc, on les encadre. Vous avez le niveau de personnes qui n'a pas de maladie chronique, donc c'est de la prévention. Mais vous voyez qu'il ne bouge pas beaucoup, mais il vous semble un peu fragile, vous allez l'encadrer. À ce moment-là, vous pouvez l'envoyer s'il aimait le foot, s'il aimait le tennis. Par exemple, le foot en marchant, ça explose. Il y a des gens qui n'aiment que le foot. Maintenant, le football a mis le football en marchant. Donc, on n'a pas le droit de courir, comme le rugby a aussi adapté. Donc, c'est-à-dire que selon le sport, j'ai quelqu'un qui faisait du tennis, son médecin lui a dit « Oh là là, dans votre état, le tennis, c'est pas bien. » On lui montre que si, maintenant, il y a le tennis santé. Il y a quelqu'un qui adorait le vélo, c'est pareil, on va lui faire du vélo santé. Donc, à ce moment-là, vous l'envoyez, tu l'envoies, toi, à son club ou autour. Après, il y a l'activité physique adaptée où le patient qui n'a pas de sport qui lui plaît, ou on ne sait pas trop. Là, la maison sport santé a un rôle de guichet unique. C'est-à-dire qu'elle va évaluer le patient. En tout cas, je parle de la maison sport santé dont on a la responsabilité à Rennes. On évalue le patient et après, on a 80 partenaires tout autour de nous. Pourquoi 80 ? Parce que le patient n'y va que si c'est à 10 à 15 minutes de chez lui. Donc ça, je pense que pour les clubs de sport aussi, c'est important à savoir. Souvent, le patient, quand il faut qu'il se déplace pendant longtemps et tout, c'est un frein. Donc, comme le dit Anne, il faut avoir le maximum de clubs. Et d'ailleurs, Laetitia dit pareil. Plus il y aura de clubs, plus il y aura de gens qui viendront. Et donc, le patient va aller voir. Alors, des fois, on les envoie à un club de sport en fonction de son état, si on sent qu'il est capable d'aller dans un club de sport santé. Et si jamais ce n'est pas un club de sport santé, il ira dans une structure d'activité physique adaptée ou autre. Voilà. Super. Par contre, dernier point là-dessus, je ne l'ai pas dit, quand le patient a dit oui, vous l'envoyez tout de suite. Parce que si vous attendez la prochaine consultation, il aura oublié qu'il a dit oui. Par expérience. Ça marche. Petite question pour Laurent. Donc, je suis chef d'entreprise. Je veux mettre du sport santé pour lutter contre la sédentarité. Est-ce que, par exemple, chez toi, ces séances-là, elles sont prises en charge gratuitement? Les salariés doivent payer? Est-ce que dans la maison de santé, comment est-ce que vous allez maison de sport santé, pardon. Comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle celui de la sensibilisation. Un employeur est plutôt motivé, il a une bonne idée, il veut travailler au niveau collectif, et là, on va effectivement partir du début. C'est à quoi ça sert l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tout le monde va pas être marathonien dans la semaine. Par quoi est-ce qu'on peut commencer? Il y a des choses plus facilement accessibles que d'autres. Et puis c'est aussi de comprendre un petit peu. C'est pas parce que le patron a une bonne idée que toute l'équipe est disposée à la suivre. Et puis comment ça se passe? Si je me blesse, est-ce que c'est un accident de travail? Est-ce que c'est pendant les heures, pas pendant les heures? Donc il y a un travail un petit peu de dialogue sur lequel. Alors, je dis le médecin du travail, la plupart du temps, c'est l'infirmier de santé au travail, parce qu'il y a une dimension santé publique et prophylaxie qui est encore plus à fleur de peau de ce métier. Donc, on discute, on met un petit peu en discussion dans le cadre collectif quel sport on pourrait faire, comment ça fonctionne. On rentre dans la notion aussi de l'hygiène diététique, un peu hygiène de vie en général. Une fois qu'on est parti et qu'on a pu faire, par exemple, on a pu animer quelques échauffements, des choses de ce type-là, la question, c'est celle de la pérennité.
Et là, dans les services de prévention et de santé au travail, on sort de notre offre socle. Déjà, on parle d'offre. Voilà. Maintenant, on est capable d'aller vers, comme on dit dans le discours commun actuellement. Donc, on a préparé le terrain. On a vu que tout le monde était à peu près disponible. Tout le monde comprenait les enjeux, en quoi ça servait la promotion de l'activité physique, la santé individuelle de chacun, peut-être aussi la qualité de vie en collectif. Voilà, faire du sport pendant ou à côté du travail. Voilà, c'est aussi une forme de bien-être. Ensuite, c'est la question de la régularité. Alors là, est-ce qu'on a besoin, professeur Carré disait tout à l'heure, François, d'un éducateur physique sportif? Ça se fait pas n'importe comment, ça s'encadre un petit peu. Est-ce qu'il y a des ressources dans les municipalités à côté, je sais pas, une voie verte, des endroits où on va courir, des fédérations sportives qui peuvent accompagner? Là, on rentre sur une question un peu d'offres complémentaires. Et je préfère 1000 fois renvoyer vers des fédérations sportives, des clubs les plus adaptés en fonction d'eux. Et là, il y a peut-être un cadre effectivement de défraiement, d'une licence, d'un coût horaire derrière. Comme le disait François tout à l'heure, il y a des mutuelles qui prennent en charge, mais essaye toujours d'identifier en fonction d'un territoire local. C'est un des vrais conseils que je donne, c'est l'environnement, c'est l'écosystème qui est autour du bassin d'emploi. Il faut trouver des partenaires. C'est dommage, effectivement, il pourrait y avoir des politiques très universelles. Voilà, c'est pas le cas jusque dans le fin fond des territoires. Donc, la sensibilisation, c'est notre métier. On aide à comprendre pourquoi, on positionne. Ensuite, la régularité, effectivement, c'est quelque chose de complémentaire sur lequel il y a un financement, notamment d'éducateurs physiques et sportifs qui déborde la mission socle des services de santé au travail. Ok, super. On arrive à la fin. Une petite question hyper technique peut-être pour François. Qu'est-ce que tu penses de la supplémentation intelligente en ubiquinone chez tous les patients carencés sous statine, alors on a vraiment la spécialisation, afin de réduire leur stress oxydant pendant cette activité physique prescrite? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Alors effectivement, d'abord, je pense que l'idée de prescrire quelque chose pour diminuer le stress oxydant après une activité physique, on sait que quand on fait une activité physique, on va consommer plus d'oxygène, donc il y a une contrainte plus importante, un stress oxydant, il y a même de l'inflammation. Mais ça fait partie de l'activité physique. Et c'est parce qu'il y a cette inflammation et ce stress oxydant que l'organisme va mettre en place des mécanismes anti-inflammatoires et antioxydants. Donc je ne suis pas sûr que de le supprimer intellectuellement et physiopathologiquement, c'est une réelle valeur. Si bien sûr, on se retrouve avec des patients qui ont un stress oxydant très très important, il faut savoir que l'activité physique en elle-même, l'activité physique chronique, est un effet anti-inflammatoire et antioxydant. Donc je ne sais pas. Alors le mettre systématiquement, sûrement pas. Le mettre de façon adaptée à la personne si vraiment on a quelque chose. Par contre, les statines sont intéressantes. Je précise, j'en profite pour nos collègues, qu'un patient sous statine qui fait du sport doit avant tout continuer à faire du sport. Nous adapterons les doses de statine, la molécule, les doses, etc. Je prescris régulièrement des statines, une fois tous les 2 jours, voire une fois tous les 3 jours, mais il faut que le patient fasse de l'activité physique ou sportive. Parce que si j'arrête l'activité physique ou sportive, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? J'augmente mon risque de diabète, j'augmente mon risque de surpoids, j'augmente mon inflammation chronique, et je ne mourrai peut-être pas d'un infarctus, mais je mourrai d'un cancer. Donc, c'est simple, il faut qu'on adapte notre traitement, mais qu'on garde toujours l'activité physique. Donc, si je te comprends bien, le patient qui a une dyslipidémie ou des facteurs de risque cardiovasculaire importants chez qui on met une statine, on peut lui dire, si tu bouges, je te diminue ta statine. Alors, on peut lui dire ça. Il faut voir avec lui. Il faut lui dire simplement, déjà, si vous bougez et que vous prenez une statine, vous aurez plus d'efficacité de votre statine. Ça, c'est prouvé aussi. Comme les antidiabétiques marchent mieux si je bouge. Il y a une synergie entre les deux. Ça, c'est le premier point. Par contre, si le patient, je lui mets la statine et qu'il va courir ou faire du vélo ou faire du tennis et qu'il revient et qu'il me dit, oui, mais moi, je veux bien, mais avec ma statine, chaque fois que je fais du tennis, j'ai mal au bras ou j'ai mal aux jambes. Je lui dis, c'est pas un problème. On va changer de statine. D'abord, on change. Éventuellement, on peut rajouter donc une autre molécule, les étimibes, qui va nous permettre de diminuer la statine. Et si je n'y arrive pas, je lui dis, c'est pas grave, vous prendrez votre statine une fois tous les 2 jours ou une fois tous les 3 jours. Mais je ne vais pas toujours dire, mais sur les antihypertenseurs, on peut le dire. Mais je dis prudence, parce que ça ne marche pas à tous les coups. Et donc, vous savez, c'est comme quand on fait opérer quelqu'un du cœur, on ne va pas lui dire après, vous reprendrez le sport comme avant, parce qu'il y a des fois, ce n'est pas le cas. Souvent, c'est le cas, mais pas toujours. Donc, pour aller dans ton sens, non, j'y vais progressivement.
Et je lui dis, si vous avez beaucoup de médicaments, on pourra peut-être en diminuer quelques-uns. Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin. Merci infiniment à tous. Merci C'était beaucoup. absolument passionnant. J'ai adoré animer ce live avec vous. J'ai appris plein de choses. J'espère que ceux qui nous ont regardés aussi. Je vous souhaite une excellente année olympique, plein de mouvements, plein de sports et j'espère vous revoir très bientôt sur un prochain live. Excellente fin de journée à tous. Bougez bien. Et n'oubliez pas qu'il faut se lever déjà avant de bouger. Il faut déjà se mettre debout avant de bouger. Hein. N'oubliez pas. Voilà. Et grâce aux médecins au service de santé au travail, on va tous bouger beaucoup plus régulièrement. Magnifique. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.